Et le code des marchés publics, la loi y afférente a été promulguée en 2009. Il y a quelques années, parce que toute réforme, tout outil est perfectible, il est testable, il a été testé. Il y a eu des améliorations par rapport au code ou aux lois qui ont précédé, mais aujourd'hui, il y a des améliorations à faire et on a, au niveau de la CNP, on est conscient d'un certain nombre d'axes, un certain nombre de réflexions que nous devons mener. Nous, on a quand même de vouloir aller justement la préférence régionale au niveau des régions. Par exemple, si c'est un projet qui se déroule à Tanjoura, qui concerne Tanjoura, et qui ne nécessite pas une technicité particulière, autant favoriser, autant réaliser, autant faire en sorte que ce soit la région dans laquelle ce projet se réalise, favoriser. Quand on parle de préférence nationale aussi, les conditions d'application de cette préférence nationale sont précisées dans le code de marché public. Vous avez parlé d'innovation, mais il y a deux axes dans la préférence nationale. Moi, je trouve, en tout cas, selon moi, que si c'est un projet où ce sont des prestations de travaux qui peuvent être réalisées par les solutionnaires nationaux, c'est normal qu'ils le soient. Même quand ce n'est pas, comme il n'y a pas cette compétence qui sont réalisées par les entreprises nationales, je trouve que c'est normal qu'on exige un partenariat avec les entreprises locales parce qu'il y a aussi le transfert des compétences qui est. Après, vous avez entendu du plus parler à cette problématique de fractionnement. Le seuil de 5 millions qui a été fait en 2009, il était pertinent en 2009 parce qu'on se dit à l'époque, en 2009, on pouvait acheter un véhicule de service, un véhicule utilitaire, un pick-up, on pouvait construire 2 bureaux avec 5 millions. Aujourd'hui, la Commission nationale des marchés publics est consciente que ce seuil doit être révisé et c'est un des axes qui sera par rapport au DAO. Il ne faut pas oublier que les DAO, justement, ont été élaborés par rapport au DAO type de la Banque mondiale de l'époque. Aujourd'hui, Djibouti, c'est les bailleurs, c'est des pays qui prennent la Banque mondiale. On a la BIM, on a le FFD, il y a le FADES. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de voir comment même harmoniser le code du marché public, mais comment faire en sorte que ce code du marché public ne soit pas contradictoire, vous voyez, avec les procédures de l'ensemble des bailleurs qui n'est pas aujourd'hui dans la Banque mondiale. Et c'est toutes ces réflexions qui sont en train d'être menées. Mais soyez conscients, nous, on est en train de viser même la préférence régionale. L'agent de commerce de Djibouti est également membre de la commission d'arrivée différente. Donc il y a également un peu de privé au sein de la commission. Juste 3 points pour ma part. D'abord, vous féliciter la commission d'achat des marchés publics par rapport au travail fait. C'était une demande assez importante de la part du secteur privé, à la fois d'avoir deux aspects, l'aspect transparence, c'est-à-dire des chiffres, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et c'était important pour nous d'avoir des rapports, d'avoir une information sur le compte, c'était très important. La deuxième partie, c'était l'accès au marché, qui était également demandé, des demandes qu'on avait depuis pas mal de temps. Donc, bravo pour le travail, on vous le dit assez jamais, mais bravo pour le travail qui a été fait, et vraiment, c'est assez facile de notre part. Autre point également, je vais prêter ma voix sur la chambre de commerce des exécutifs. Nous, vous parlez de préférence pour les étrangers, non plus de 100% local. Il faut aller au-delà. Et c'est important parce qu'on crée des champions locaux. Il faut faire en sorte que le secteur privé et local puisse se développer. De quelle manière? Par la mise en place également d'accords de coopération, de collaboration, de jointure avec les compagnies étrangères. Lorsque la compétence est là, privilège est là. Lorsqu'elle n'est pas là, faites en sorte que les locaux puissent progresser pour que demain, eux-mêmes puissent participer à travers leur manière de travailler à des marchés plus importants. J'ai remarqué, le temps que on faisait la présentation, je suis rentré sur la site, on a vu deux aspects. L'aspect marché, en nombre de marchés, c'est vrai que les négociations sont importantes, 81%. Mais en termes de valeur du marché, on est encore à 52%. Donc, ça veut dire que les gros marchés ne sont pas, il n'y a pas de corrélation encore. Et le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une progression. Il y a une progression constante, lente, mais constante quand même. Le but, c'est d'arriver à avoir une corrélation entre à la fois le nom et le montant des marchés. Donc, ce qu'on aimerait surtout, c'est vraiment faire en sorte, et ça, nous aimerions que nous allons travailler également avec vous pour la partie formation, à faire en sorte que les
c'est également d'avoir des marchés, de créer vraiment des vrais champions locaux. Ça bénéficiera à tout le pays. Alors on parle de développement, on parle d'emploi, on parle de fiscalité, on parle de protection sociale, tout le pays pourra en bénéficier. Mais vraiment, bravo et faire en sorte de faire plus pour le match. Merci Mohamed pour cette décision. Donc, pour revenir à la question du président de la commune de Laos pour décentraliser la Commission nationale des marchés publics. Donc, monsieur le président, je vous laisse noter que c'est l'une des principales, c'est l'un des objectifs de la Commission nationale des marchés publics. Donc, décentraliser la Commission nationale des marchés publics. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel d'offres régional, donc de la région, partie délocalisée, donc une partie des membres de la Commission nationale des marchés publics pour statuer sur la procédure de passation. Et aujourd'hui, déjà, c'est une première. Donc, nous initions ceci, nous apprenons sur le tas. Donc, aujourd'hui, c'est déjà une première. Et nous sommes en train de travailler dessus pour ce volet de centralisation de la Commission nationale des marchés publics. Donc, je vais laisser la parole à Mohamed. Avant de passer aux questions et recommandations, je vais féliciter ce que fait vraiment la Commission nationale des marchés publics. Étant donné nous solutionnons pour des prestations intellectuelles, et depuis ces 7-8 dernières années, nous avons eu énormément de transparence de marché. Et grâce à ça, nous comptons même nous développer à l'international. Et je pense que c'est l'une des résultantes de la Commission nationale des marchés, c'est un levier au développement économique du pays. Et ça, c'est un point non négligeable qu'il faut souligner. Deuxième point, je parcourais rapidement le rapport annuel d'activité. J'ai vu que la section 4, ventilation des marchés publics par source de financement, c'est vrai que beaucoup passent à la commission de marché, mais beaucoup ne passent pas forcément à la commission. Budget, dons et fonds propres. Le volume des prêts au niveau des montants des marchés, du nombre, je vais dire, est de 48% pour les prêts. Mais le plus gros, tout ce qui est budget national, dons et fonds propres, le nombre des marchés, oui, il est à, on y voit, mais je pense que c'est le plus important. Donc je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, en tant que peut-être prestataire intellectuel, il y a des opportunités pour nous, pour lesquelles nous pourrions soumissionner. Deuxième point, ça c'est ma première question. Ma deuxième recommandation, c'est principalement comment améliorer la préférence nationale pour les prestations intellectuelles. Pour répondre à cette question, nous, principalement, en tant que soumissionnaires, moi, personnellement, je me suis vraiment penché sur la question. Et je me suis demandé qu'est-ce qui favoriserait ou améliorerait, qui pourrait me garantir que j'ai plus de marché aujourd'hui. Donc, j'ai analysé le Code des marchés publics. Il y a l'article 17.2.5 qui parle de la préférence nationale, qui dit une marge de préférence d'au plus 7,5% peuvent être accordées aux offres émanant des personnes physiques de nationalité djiboutienne. Premier point, c'est le peuvent être. Je pense que si on veut donner la préférence nationale, il faut enlever ce peuvent être. Il faut doit être. Je pense qu'il faut revoir ce taux aussi. 7,5%, c'est un taux très faible que je trouve. Donc, revoir ces mécanismes-là. J'ai énormément de recommandations, je pourrais vous les partager, mais le temps nous est limité. Deuxième point, c'est, en plus du cadre légal, j'aimerais intervenir sur les mécanismes. Il y a beaucoup qui a été dit, surtout par la Chambre de commerce. J'aimerais rebondir sur ce point. On va aller à dire un point super important. C'est favoriser des champions nationaux. Pour pouvoir développer la préférence nationale, il faut développer des champions nationaux. Et comment développer des champions nationaux? C'est la commission peut participer peut-être avec la Chambre de commerce à faire des awards. C'est ce qu'on voit partout dans le monde, mais pas à Djibouti. Donc, en favorisant des champions nationaux, ça va
forcer à augmenter, ça va forcer les entreprises djiboutiennes à être plus compétitives, à chercher comment faire un appel d'offres. Là, ils vont se diriger dans la chambre de commerce à travers ce que vous avez dit, comment remplir un dossier d'appel d'offres, soumissionner. Et donc là, ça va augmenter la préférence nationale. Deuxième point, c'est au niveau des UGP. Moi, je soumissionne énormément pour des projets financés par les différents bailleurs de fonds, AFD, BAC, Banque mondiale. Et ce qu'on voit, c'est des fois la préférence nationale, je pense qu'elle se voit quelque part. Puis quand on cherche et qu'on demande, on nous dit « Ah, c'est un appel d'offres international ». Mais pourquoi c'est un appel d'offres international? Parce que lors des négociations des contrats faits, on nous dit que malheureusement la préférence nationale a été oubliée. Donc je pense qu'il faut travailler sur ce point aussi et développer. J'ai d'autres points sur le mécanisme, mais je pense que je vais m'arrêter là, puis on en discutera. Directeur de PKF, donc pour les autorités contractantes, vous avez souligné qu'il n'y avait pas assez d'autorités contractantes qui passaient par la Commission nationale des marchés publics. Alors là, vraiment, détrompez-vous parce que là, durant ces 3-4 dernières années, nous avons eu beaucoup d'autorités contractantes qui ont emprunté le chemin de la Commission nationale des marchés publics. Nous avons travaillé, nous travaillons actuellement avec le ministère du Budget pour éviter d'ailleurs le système de fonctionnement et nous essayons aussi de sensibiliser les autorités contractantes à venir à la Commission nationale des marchés publics. Nous essayons de les instruire sur tout ce qui est disposition et figurez-vous qu'en 2023, nous avons des autorités contractantes qui ne sont jamais venues à la Commission nationale des marchés publics. Donc pour eux, c'est une première. Et il y en a de plus en plus. Il y a déjà le ministère du Budget qui vient énormément à la Commission des marchés publics. D'ailleurs, aujourd'hui, ils avaient un point à l'heure du jour. Et en ce moment, durant ces 3 dernières années, nous avons énormément d'autorités contractantes qui viennent à la Commission nationale des marchés publics. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit des courriers à toutes les autorités contractantes pour demander leur plan de passation des marchés dans toutes leurs prévisions. Nous recueillons toutes les prévisions et nous écrivons soit des courriers, soit des mails si on voit qu'ils ne passent pas à la commission. On écrit des mails, on écrit des courriers, on leur demande s'ils ont fait la passation ailleurs, de venir se régulariser dans un premier temps à la Commission nationale des marchés publics et nous leur demandons de désormais revenir et souvent venir à la Commission nationale des marchés publics. Donc, comme nous avons la prévision, automatiquement on leur écrit voilà, vous avez un appel d'offres pour telle date, donc on vous attend au niveau de la Commission nationale des marchés publics, vous êtes déjà à l'heure du jour. Donc on fait ça au cas par cas. Donc pour aussi, pour la préférence nationale, pour les awards, donc là, déjà on commence les réformes, on va y arriver, on arrive. Et comme on appelle Habib, je pense à entendu sur tout ce qui était la préférence nationale, c'est une notion qui nous préoccupe très souvent. Et c'est vrai, on a écrit aussi un courrier au ministère des Finances. Alors, ça a demandé d'associer la Commission nationale des marchés publics lors de la signature des conventions de financement. Donc là, nous maintenant, désormais, on va intervenir à ce stade-là. Et tout ça pourquoi? Pour éviter tous les appels d'offres qui sont appelés à tort donc international alors que la compétence nationale existe. Donc désormais, je pense qu'à ce stade-là, des améliorations seront faites et je pense que quand je reviendrai vous présenter le rapport 2024, Inch'Allah 2025, vous verrez que des améliorations seront faites à ce niveau-là, nous y travaillons. Donc soyez toujours avec nous, nous y travaillons. Déjà, vous avez vu le progrès qui a été fait. Nous y arrivons, donc je pense qu'il faut être un peu laxiste avec nous. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a eu pas mal de discussions là-dessus. D'abord, je vais revenir sur cette histoire de préférence nationale. Je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à aussi aller dans ce qui est recherché dans une. En fait, c'est un travail qui doit être fait déjà dès le début. Parce que le fait que les PME, les cabinets au niveau, on fait la promotion pour qu'il y ait des cabinets compétitifs sur le marché national, ça permet déjà d'aller de l'avant. Et j'ai travaillé plus de 27 ans à la Banque africaine de l'Europe, où
j'ai couvert plus de quarantaine de pays. La réalité, c'est que lorsque les entreprises au niveau national sont compétitives et qui sont outillées et qui ont tous les moyens, c'est que automatiquement, lorsqu'on lance un appel d'offres, facilement, un cabinet local, par exemple, facilement gagne les marchés parce qu'il ne peut pas, un cabinet qui vient des États-Unis ne peut pas le compétir parce qu'à la fois il a la qualité de l'expertise requise et il a l'offre financière qui lui permet d'être compétitif. Donc déjà, vous avez les moyens. Donc ce n'est pas la peine. Dès l'instant que vous créez au niveau national l'expertise qui est là et qui arrive à remplir les conditions et la qualité du service qui est demandé, et d'ailleurs, lorsqu'on fait un appel d'offres national, c'est que déjà, on a déjà limité par rapport à la réalité locale pour essayer de faire. Mais il y a un point sur lequel peut-être qu'il faut qu'on arrive à un outil qu'on n'a pas développé, c'est zéro. Même des fois, j'avais des statistiques qui étaient là, lorsqu'on parle de travaux, par exemple de fourniture de biens et services. Lorsque vous avez une entreprise nationale, un fournisseur qui va faire une importation de produits qui viennent de Chine ou de Turquie ou ailleurs, c'est qu'il n'a rien à apporter au niveau national. C'est que le fait que l'origine de ces biens vient au niveau national. Je vous donne l'exemple. Par exemple, il y a des pays où, par exemple, lorsqu'on fait le fourniture scolaire, le fait d'équiper les écoles, on leur donne des chaises, des armoires et tout ça. Lorsque vous avez au niveau national des entreprises qui arrivent à fabriquer des chaises, à fabriquer des armoires, à fabriquer tout ça, c'est que là, automatiquement, vous arrivez à créer de l'emploi, à développer au niveau national, puisque ce sont ça. Mais celui qui va être national, il est là sur place, il va acheter les mêmes chaises et armoires de Chine, qu'est-ce qu'il n'a rien apporté? Donc, ce qui est développé, c'est qu'il faut pouvoir développer au niveau national toute cette capacité à ce que certains nombre de choses peuvent être sur place, peuvent être faites, et qui peut apporter à la fois de la création d'emplois, ça peut aussi développer au niveau national et ça va créer de la richesse. Donc, c'est tout ce développement des petites moyennes entreprises qui vont aller dans l'accès sur le marché. Ce n'est pas parce que vous avez, c'est très difficile pour une petite et moyenne entreprise d'aller dans un appel d'offres et de constituer un dossier d'appel d'offres, c'est pas facile. Donc, il faut que ces gens-là soient à la fois assistés, et comme ça, c'est le chapeau de commerce peut apporter un certain nombre d'appuis pour que ces entreprises aient accès à ces marchés, ils arrivent à faire le dossier d'appel d'offres et à travailler et être en conformité par rapport aux procédures. Parce que ce qui est là, c'est qu'il faut que vraiment on cherche la qualité, on cherche les standings, et ce n'est pas pour descendre en bas. Dans ces cas-là, il faut assister ces petites et moyennes entreprises aussi bien dans tous les domaines pour qu'ils arrivent à être compétitifs et à participer aux appels d'offres. Tout ça demande, c'est un travail qui doit être fait. Il y a un point qui n'était pas là et que je voulais peut-être, c'est le plan de passation de marché. Je n'ai pas vu au niveau de la présentation, parce qu'il faut faire le plan de passation de marché. Ça permet d'être clair dès le début, c'est transparent. Et ce qui est vraiment, c'est pas quelque chose qui est. Je sais qu'au niveau de la commission, ils ont fait tout un effort pour essayer vraiment de sensibiliser au niveau des différentes autorités contractantes pour qu'ils arrivent à faire le plan de passation de marché. Parce que lorsque vous avez des plans de passation de marché qui est fait, c'est que ça permet à ce que la compétition soit déjà, les gens se préparent, les entreprises se préparent à travers ce plan de passation qui peut être même public, ça peut être dans le portail, et ça montre les différents marchés qui vont passer au cours de l'année. Madame Sénel, par rapport à la Commission nationale des marchés, vous avez fait énormément d'avancées, un grand pas a été fait, mais beaucoup reste à faire, notamment l'éligibilité par exemple des ingénieurs. Il y a par exemple des conditions qui sont assez difficiles pour permettre aux jeunes Djiboutiens de participer aux appels d'offres. Il y a par exemple 10 ans d'expérience, 8 ans d'expérience qui est demandé assez souvent, alors que la plupart des ingénieurs ou des experts djiboutiens qui ont 10 ans, 8 ans d'expérience travaillent déjà dans le secteur public. Du coup, peut-être revoir un peu ces exigences-là un peu à la baisse. Pour les seniors, les chefs de projet, oui, mais pas pour les peut-être employés des cabinets ou des entreprises. Il y a cela. Il y a également l'accessibilité des entreprises et des cabinets, des bureaux d'études locaux
aux appels d'offres. Ce dont je veux porter l'accent, c'est par exemple, on nous demande souvent l'expérience similaire. Il se peut que ce soit le premier projet à Djibouti qui est sur l'appel d'offres, mais on te demande des projets similaires dans le pays. Chose qui est une petite aberration dans ça. Et également, des expériences. Donc si moi je me dis, si j'ai pas mes premières expériences dans mon propre pays, qui va m'offrir mes premiers pas. C'est un peu, je mets dans la peau des entreprises et des bureaux d'études. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse, ce que j'ai vécu dans ce mandat avant d'être directrice générale. Maintenant, si je reviens à l'institution dont je détiens la responsabilité, les mêmes responsabilités, j'ai vu et je voudrais rebondir sur. Il y a la petite dame là qui me dérange, donc je vais attendre qu'elle termine avec celle. Elles sont pas peut-être terminées. Bon, Madame Saleh, vous avez projeté les montants sur les différents marchés selon un camembert et il est totalement visible que la plus grosse part est détenue par les travaux. Et moi, je suis dans le secteur du BTP. Donc du coup, c'était 60% du montant, donc du pourcentage. Et du coup, je voulais également rappeler le contexte dans lequel on est. On est dans un pays sismique. On est dans un pays sujet à des inondations. On est dans un pays où le climat est fortement, mais extrêmement chaud. On est dans un pays où il y a une forte humidité. On est dans un pays où il y a une forte salinité. Donc nous, dans notre environnement du secteur du BTP, on appelle ça un habitat extrêmement exposé. Donc c'est un des plus pires, ça n'existe pas, mais pour ce pays, peut-être c'est le terme qu'il faudrait inventer. Donc maintenant, l'institution dont je suis responsable, c'est la qualité de la construction, autant dans les bâtiments que dans les routes. Donc effectivement, comme M. Habib l'a souligné, il y a une mise à jour à faire au niveau des dossiers d'appel d'offres et je vous attendrai à ce niveau-là. Merci. Donc je voulais féliciter l'excellente organisation de ce colloque, surtout quand on sait qu'il est régional, qu'il a permis donc, à nos concitoyens de découvrir la ville de Tadjoura. Merci aussi pour la question qui répond donc, à la problématique de la décentralisation, outil de développement d'abord pour décentraliser, donc c'est une bonne, on va dire, thématique. Maintenant, pour revenir donc, à la question de Madame la représentante de culture, qui donc, permet surtout de comprendre donc, la Commission nationale des marchés, a aussi, donc, depuis quelques, on va dire, années, mis l'accent sur, depuis le nouveau code des marchés publics de 2010, un certain nombre de réformes. Et dans les réformes qui étaient prévues pour ce code, à l'article 22, il était prévu le comité de règlement de différends. Celui-ci est donc un organe qui permet aux soumissionnaires comme aux dépositaires de demandes à quitter les marchés recours contre les décisions de cette Commission nationale des marchés publics, a fait l'objet d'un certain nombre de textes et a été mise en place depuis 2 ans. Donc elle est essentiellement composée de juristes, comme nous avons pu le rappeler lors de la dernière session qu'on a eue avec les consultants. Donc ces juristes sont ceux qui apportent des réponses directement sous forme de décisions. Nos décisions sont contraignantes. Elles font l'objet d'un recours si effectivement elles ne plaisent pas encore aux plaignants. Ils peuvent se porter devant le tribunal administratif, ils ont un délai à respecter. Donc les soumissionnaires ont saisi pour la première fois, donc la CNSS a pu trouver on va dire un interlocuteur pour arrêter donc, tout ce qui se passait comme malversation et qui ne pouvait pas avoir de recours. Le comité de règlement de différends a donc rendu une décision qui a permis à la CNSS d'arrêter cette hémorragie de fuite, on va dire, de deniers publics en faisant des fausses attestations. Donc elle a été saisie. Vous avez posé la question à combien d'euros
combien de fois cette commission a été saisie. J'assure donc, je suis ministère public pour la neutralité de cette commission, comme je suis de la présidence, je ne fais que rappeler les textes. Donc cette commission a des membres décisionnaires qui sont avec nous, donc on a la personne de Mohamed, on a la personne de Mme Asli, je vois aussi M. Abdelrachid, donc nous sommes 6. J'assure le rôle de rapporteur public, donc du ministère public, je n'ai pas de décision à prendre, mais j'instruis à charge, j'aide donc les membres de cette commission à rendre des décisions, on va dire, justes et impartiales. Donc elle est opérationnelle depuis 2 ans. Et nous avons jusque-là une quinzaine de dossiers et toutes les décisions ont été rendues. Nous souhaitons, donc peut-être que c'est un souhait qu'on va l'exposer encore ici, nous l'avons déjà fait auprès de la commission, faire partie donc, de ce portail pour que nos décisions soient aussi d'ordre public. Merci. Avant de passer à Abdelrahman, je voudrais juste compléter et vous rassurer par rapport aux différentes préoccupations qui ont été soulevées par les uns et les autres. Madame Rahima, par rapport justement à la complexité des DAO, nous, à la commission, on est les premiers à dire pour un certain nombre de prestations, un certain nombre de travaux qui ne sont pas complexes, ne rendez pas plus complexes les DAO. Simplifier davantage les DAO, justement pour qu'il y ait, pour qu'on donne la chance, à savoir les ingénieurs, quand on dit justement, il faut 10 projets similaires, 5 projets, 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience pour une petite prestation intellectuelle. On est les premiers à dire que les DAO soient simplifiés en fonction de la simplicité ou de la non-complexité de la prestation. Par contre, par rapport à la préférence nationale, M. Mali, je tiens à vous rassurer, quand on dit préférence nationale, c'est à qualification, à compétence égale. Ce n'est pas pour aller plus bas, mais c'est pour aller plus haut. Bonjour tout le monde. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Abdelrahman Ali, directeur général de l'agence Arios, sous la tutelle du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc j'avais juste 2 recommandations à faire, ça va peut-être une dernière question. Donc 2 recommandations. D'abord, je pense qu'en notre qualité d'autorité contractante, que nous utilisons beaucoup le code marché, je pense que nous sommes le mieux placés à vous donner des comptes rendus sur la difficulté que nous menons en essayant de jongler entre 2, parfois, codes de marché. Le code de marché des bailleurs, qui est extrêmement complexe, parfois difficile, et le code de marché national. Et on nous dit qu'il faut s'assurer et savoir que le code de marché des bailleurs est supérieur au code de marché national. Donc je pense que ce point-là, et c'est clair, je pense c'est pas secret, on nous informe que s'il y a un conflit entre les 2 codes de marché, il faudra prendre celui des bailleurs. Donc je pense qu'il y a du travail à faire, comme Daniel le disait, il y a du travail à faire par la Commission nationale des marchés publics, que je félicite au passage pour l'organisation de ce colloque, et s'assurer avec le ministère des Finances. Parce que n'oublions pas que vous avez dit, Sagal, que vous allez travailler avec le ministère des Finances. C'est vrai, parce que ce budget est déjà acteur au corps de la loi de marché public. Mais il ne faut pas oublier que c'est le ministère des Finances qui fait les accords de financement. Donc il prépare avec les bailleurs et qui signe. Souvent, c'est dans ce point-là, lorsque nous négocions avec les bailleurs, nous n'avons pas une clarté sur les codes de marché public national. Donc c'est très clair et très important que vous devez vous asseoir et s'aligner pour que nous ayons au moins un texte uniforme. La deuxième recommandation que je voulais également souligner, c'est vous avez mentionné que la commande publique comme outil de développement. Outil de développement dans le sens où il y a également la création d'emplois à l'intérieur. Donc nous avons vu que certains postes clés sont parfois totalement démunis. Nous n'arrivons pas à trouver par exemple un expert en passation de marché. Donc l'équipe de passation de marché, dès lors que vous voyez qu'il y a un poste où nous avons du mal à recruter, surtout national, c'est là où vous devez vous rapprocher peut-être de ces opérations du ministère de l'enseignement supérieur, de l'emploi, pour former justement ces différents profils que nous n'arrivons pas à recruter. Donc nous sommes directement, nous devons aller ailleurs, rechercher des expatriés, mais si nous trouvons, et c'est là où, lorsque vous parlez de la commande publique en outil de développement, vous avez la possibilité, nous n'avons pas la possibilité, vous avez la possibilité de directement s'assurer à dire à certains ministères, il y a ces postes-là qui nous manquent,
il faut y aller. Et il faut former les jeunes pour que nous puissions avoir une panoplie de jeunes qui ont la capacité et le profil recherché pour pouvoir les recruter et aller dans le sens de l'outil-développement. La dernière question que j'avais, ça s'adresse au comité de règlement des conflits. Alors, encore une autre fois, qui mieux que l'autorité contractante pour s'assurer que les textes sont bien applicables ou difficiles? Nous avons, dans le cadre du Code du marché public, encouragé les groupements internationaux et nationaux. Pour certaines compétences, nous n'arrivons pas à trouver les qualifications. Nous encourageons cela. Et nous nous rendons compte que parfois il y a un conflit entre le chef de file et le bureau local. Les deux reviennent nous voir en disant celui-là n'a pas rempli la mission que je lui ai demandé, le chef de file externe, et le local me dit non, moi j'ai rempli, mais il n'est pas satisfait. Et je me retrouve au cœur parfois d'une résolution où je ne suis même pas amené à trouver une solution. Je dis mais je ne sais pas, il faut que je me réfère au code de marché public, je regarde, je ne trouve nulle part. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des cas de figure concrets que je pose. Le comité de règlement de conflit, dès lors que la Commission nationale nous impose, bon, nous impose pas, mais nous encourage à créer ce qu'on appelle le groupement national pour le transfert de compétences, si demain il y a un problème entre les deux, qui doit régler ce conflit? C'est à l'autorité contractante ou c'est au comité de gestion différent qui, eux, s'arrêtent au niveau de l'obtention des contrats, je pense, si maman est là. Voilà, donc c'est des cas concrets, c'est là que je pose et que j'expérience actuellement et que je vois dans certains contrats qu'on a signés. Merci. Merci, M. Aboulamar. Je pense que pour la question des conventions de financement, je pense que j'ai déjà répondu. On s'est déjà rapproché avec le ministère des Finances. On a déjà demandé à ce qu'on soit associé sur lors de signature des conventions de financement pour éviter justement au préalable ces genres de couacs. Et pour la question de la compétence, oui, vous avez raison, il est du ressort du ministère de l'enseignement supérieur de mettre en place ces disciplines-là afin qu'on puisse trouver sur le marché ces disciplines recherchées. Je vais peut-être laisser Habib compléter mes réponses, mais c'est bon. Je pense qu'on va sortir. Juste, il y a un point sur lequel et Abdelrahman a parlé par rapport à ce que lorsque les conventions sont signées au niveau, je pense qu'il faut savoir une chose qu'il faut savoir, c'est que le bailleur, lorsqu'il dit que c'est la procédure du bailleur qui va s'appliquer, c'est qu'au préalable, il y a déjà une évaluation sur le pays. Et il y a des pays, maintenant, de toute façon, il y a des pays sur lesquels le système pays est appliqué. Par exemple, le Maroc, le Rwanda, il y a des pays qui ce sont les systèmes pays qui sont appliqués. Lorsqu'ils ont évalué et qu'ils ont dit que le standing est tout à l'heure, ils disent c'est fini. Maintenant, toutes les procédures, c'est le système pays qui s'applique. Donc, je vous dis n'importe quoi arriver là. Le jour qui va s'arriver, c'est fini. Le bailleur va dire c'est le système pays qui va s'appliquer et il n'y aura plus de partenaires. Tous les partenaires seront obligés de s'aligner pour l'utilisation du système pays. Voilà, merci.